Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Je suis Mathieu et suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode avec un des navigateurs favoris du prochain Vendée Globe, Charlie Dalin. Arrivé second pour sa première participation il y a 4 ans, Charlie nous a parlé de cette course et de ce qui la rend absolument mythique pour tous les amoureux de la mer. Organisée une fois tous les 4 ans, c'est un peu les JO de la course en solitaire. Charlie nous partage les meilleurs souvenirs de sa première course et nous raconte comment il s'est préparé pour le prochain départ. Que ce soit sur son bateau ou sur une board, Charlie est aussi un passionné de foil. L'écouter parler de ses sensations portant sur son bateau transformé en tapis volant devrait vous donner quelques frissons. Vous allez découvrir une personnalité de haut vol, dont l'humilité force le respect. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse attaquer cette nouvelle fat interview dans Mordu, Charlie Dalin, la mer en solitaire. Salut Charlie, bienvenue sur Mordu. Salut. Je suis très content de te recevoir ici. Alors pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, tu as une super actu puisque tu t'élanceras dans quelques mois sur ton deuxième Vendée Globe. Sachant que je crois que tu avais franchi la ligne d'arrivée en tête, mais que tu avais fini second au classement général. Il y a plein d'espoir sur toi. Il y a plein de gens qui vont suivre ta course. Donc on a hâte de voir le second Vendée Globe. Et voilà, je suis très content de te recevoir ici. Et puis, on a aussi été mis en contact parce que je crois savoir que tu es un passionné de glisse. Tu fais un peu de wingfoil. C'est vrai. On parlait d'install en préparant le truc, mais j'ai vu des vidéos, on voit un peu ce que tu faisais en foil. Donc, on en parlera et tu nous Avec raconteras plaisir. un peu ce que tu aimes là-dedans, puis les liens entre finalement l'aventure en mer et puis les sensations qu'on peut avoir plus en bord de mer. Alors, pour démarrer, moi, j'aimerais bien qu'on commence par le Vendée Globe. C'est une course qui fascine dans le monde marin et au-delà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette épreuve elle est si particulière ? C'est une course qui est particulière parce qu'il n'y a pas plus long, en tout cas dans le circuit IMOCA. Voilà, il y a un truc qui s'appelle le Golden Globe, mais qui est assez particulier. Là, c'est une course. J'ai mis 80 jours la dernière fois. Ça part des Sables d'Olonne, ça rentre aux Sables d'Olonne. C'est sans escale, sans assistance. Sur des bateaux qui font tous 18 mètres de long, des bateaux en carbone ultra high-tech, ultra rapides. Et c'est vrai que c'est une course qui est assez rare. C'est un peu nos Jeux Olympiques à nous, parce que c'est tous les 4 ans. Ça tombe à chaque fois d'ailleurs les années la même année que les JO. Et moi, depuis tout petit, je suis passionné de voile. Ce que je préfère dans la voile, c'est la course au large. Ce que je préfère dans la course au large, c'est la course au large en solitaire. Donc autant dire qu'avec le Vendée Globe, je suis servi, quoi. Et ça, c'est marrant, ça, la course au large en solitaire. Pourquoi c'est ce que tu préfères ? Parce que je crois que j'aime bien être seul au large, être maître de mes décisions, de mes manœuvres. Ouais, j'aime bien ça. Puis voilà, c'est vrai qu'il y a une culture un peu du large en solitaire en France. Voilà, c'est le Vendée, Vendée Globe, ça existe depuis pas mal de temps. Il y a la Route du Rhum aussi. C'est des courses qui fascinent, moi, qui m'ont fait rêver petit. Le premier Vendée Globe que je suis, je pense que c'est celui de 96. J'avais 12 ans. Et ouais, être tout seul sur un bateau, ça m'a toujours fasciné. Et voilà, même quand je faisais du dériveur, dériveur double. J'ai pas fait pas mal de 420 quand j'étais ado. J'aimais bien de temps en temps laisser mon équipier sur le semi-rigide et faire un petit tour en solitaire. J'aimais bien aussi. Mais du coup, c'est douloureux là, qu'on échange ensemble. Mais t'es quelqu'un de social sinon dans la vraie Non, vie ? pas de problème. Non, aucun souci. Non, je sais pas. Voilà, c'est mon truc d'être en mer, d'être en mer tout seul. Voilà, c'est pas, ça me fait vibrer. Voilà, il y a pas beaucoup de moments de contemplation sur un Vendée Globe, mais il y en a quelques-uns et voilà, c'est toujours des moments assez magiques là, un coucher de soleil à un moment où ça foile à fond sur mer plate ou là, passer un cap mythique comme le Cap Horn. Il y a quand même des super moments. Excellent. Ce sera ta deuxième participation
qu'est-ce que tu as appris lors de la première course ? Et j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce que tu as appris, mais aussi que tu reviennes peut-être sur le meilleur souvenir et la plus grosse galère. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, ce qui était particulier pour mon premier Vendée Globe, c'est que je le préparais sans savoir de quoi il s'agissait vraiment. Par exemple, voilà, c'est en termes de distance, avant le Vendée Globe, j'ai jamais passé plus de temps que 20 jours en solitaire sur un bateau. Là, on a mis 80 jours la dernière fois à faire le tour du monde. Donc j'ai multiplié ce temps par 4. C'est un peu comme si tu faisais du running et tu passais ton temps à faire des 10 km et qu'un jour tu devais passer au marathon. Bah forcément, le deuxième marathon, tu sais un peu mieux de quoi on parle qu'avant ton premier. Donc là, je suis un petit peu dans cette situation. Ce qui est le plus difficile, un des trucs les plus difficiles pour moi, c'est la gestion de la fatigue sur le long terme. En fait, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Tu es de plus en plus fatigué, tu as des problèmes techniques à gérer sur le bateau et en fait, tu deviens un petit peu plus, comme nous tous, là, comme tout le monde, on est toujours un petit peu plus susceptible quand on est fatigué. En mer, c'est pareil. Et moi, je suis quelqu'un je me suis toujours pensé assez stable mentalement, jamais m'enflammer, jamais être trop moral dans les chaussettes. Mais en fait, sur le Vendée, tu te fais rattraper par ça, tellement la course est longue et dure et que tu es fatigué. Et voilà, c'est un peu, des fois, il y a des jours, c'est un peu les montagnes russes de l'émotion. Voilà, le matin, tu es super content parce que tu as fait un bon coup. À la mi-journée, tu casses un truc et il faut que tu répares. Donc, tu as le moral dans les chaussettes, mais tu arrives à le réparer le soir et là, tu es de nouveau super content. Enfin, voilà, les émotions, ça fluctue beaucoup, et particulièrement à partir de quelques semaines, peut-être à la mi-course, où tu commences un peu à être un peu dans le dur en termes de fatigue. Ce qui a été le plus dur pour moi dans le Vendée, je pense, c'est quand je casse une cale de foil. J'ai un de mes foils, là, les foils sont tenus en 2 points et en fait là, le point qui est juste au niveau de la coque, je perds carrément la cale. Donc le foil il était plus solidaire dans le bateau, il bougeait et tout, et en fait pour moi c'était synonyme d'abandon. Alors là, quand on s'est rendu compte du problème, moi, j'étais vraiment pas bien. Je pense que j'ai même pleuré à ce moment-là parce que je pensais que la course était terminée. Mais là, l'équipe s'est mobilisée. On a fait un Apollo 13 des mers. Forcément, on n'avait pas de cale de rechange parce qu'on pensait à bord, parce qu'on pensait pas du tout avoir ce problème. Bien sûr, on a plein de pièces de rechange pour plein de choses, mais on n'avait pas prévu pour ça. Donc voilà, l'équipe a toute la liste du matériel à bord, de tout le matos. Donc ils se sont réunis, ils ont dit bon, on a ci, on a ça, on a ça. Ok, on va se débrouiller. Et donc j'ai reçu un petit PDF au bout de quelques heures avec voilà un plan de bataille pour fabriquer une cale de foil de fortune. J'ai bossé du lever du jour au coucher du soleil. Et c'est vrai que quand j'ai reçu la liste, là, je me disais que ça allait jamais le faire, quoi. La liste était interminable. Il fallait que je récupère une planche de carbone à un endroit dans le bateau, les tubes de colle dans tel sac, machin, la perceuse, le truc. Et au début, putain, mais je vais jamais y arriver, les gars. C'est de fou, quoi. Ah, mais c'est marrant ce que tu racontes. Est-ce que tu as lu des trucs sur Thomas Pesquet Ouais, carrément. Ouais. Et c'est assez marrant ce que tu décris de la personne dans son bateau, dans sa fusée, avec les mecs qui ont toutes les pièces et qui sont capables d'innover. Il y a toujours des situations pas possibles, mais j'avais pas conscience de ça. T'as combien de personnes autour de toi qui te checkent là, en équipe on a à peu près 8 techniciens à plein temps sur le bateau. En course, il y a toujours quelqu'un en veille. En fait, on a un groupe Telegram avec l'équipe technique. Et dès que j'ai un problème, en fait, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je peux les contacter. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va répondre en face. Donc, même si je suis tout seul sur le bateau, au niveau technique, je suis pas tout seul. Je suis accompagné par l'équipe. Voilà. Après, c'est sûr, c'est moi qui tiens le tournevis, la perceuse. Quand j'ai dû monter en tête de mât après le Cap Horn, c'est moi. Il y a moi et moi seul qui peut le faire, bien sûr. D'ailleurs, j'ai dû monter au mât pour changer un anémomètre là pour mesurer le vent. Je leur ai dit bon les gars, j'en ai pour 1 heure. Je vous rappelle dans 1 heure. J'ai mis 1h15, donc voilà, c'était un peu tendu pendant le quart d'heure de retard, mais voilà, c'était un moment qui était à la fois un beau défi quand même d'être à 30 mètres au-dessus de l'eau. Parce que voilà, ça correspond à un immeuble de 11 étages, donc c'est quand même pas rien, avec les voiles encore en place, donc le bateau qui continue à progresser.
Heureusement, voilà, on fait ça dans des conditions assez calmes, donc ça bougeait quand même un peu là-haut, mais pas trop. Et, voilà. Mais par contre, c'était aussi un peu magique parce que voilà, il y avait encore des albatros à ce moment-là et je voyais les albatros voler par-dessus. Ça faisait un mois que je les voyais par en dessous, forcément, parce que je suis au niveau de la mer. Et là, cette fois, comme j'étais à 11 étages, à l'équivalent de 11 étages au-dessus de la mer, je les voyais voler par-dessus. C'était assez magique. J'avais aussi lu qu'il y avait un truc sympa sur le Vendée Globe, c'est tu traverses 3 océans, hein, l'Atlantique, l'Indien, le Pacifique. J'ai cru lire dans une de tes interviews que les océans étaient très différents. Alors, tu vois, moi, dire que je surfe, je suis sur des spots, mais je suis toujours en bord de plage. Donc, te dire qu'il y a des océans différents, plus ou moins chauds, des spots différents, évidemment, des courants, c'est sûr. Mais en pleine mer, j'ai du mal à me dire c'est quoi la différence entre de la flotte en pleine mer et de la flotte en pleine mer 1000 km plus loin, quoi. C'est vrai que voilà, on est rapidement, quelques heures après le départ, on voit plus la terre. La dernière fois, je suis passé, j'ai vu les Açores, je suis passé pas loin des Açores à l'aller. Après, je suis passé pas loin d'un archipel dans l'Atlantique Sud. Après, j'ai vu le Cap Horn. Mais voilà, on voit pas souvent la Terre au final. Mais c'est vrai que moi, en fait, du coup, c'est pas comme un voyage, je sais pas, en voiture ou en avion où on regarde par le hublot, et le paysage change. Ou en voiture, des fois on est en ville, des fois c'est la plaine, la forêt. Nous, c'est différents marqueurs du voyage qu'on repère. En tout cas, moi, je suis sensible à ça. Et donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être voilà, les animaux qu'on peut rencontrer, les poissons volants dans les alizés dans l'Atlantique, les albatros, on en parlait tout à l'heure, dans les mers du Sud. Ça peut être aussi forcément la température, les températures qui changent. Quand on fait le Vendée Globe, on traverse 9 saisons en l'espace de 2 mois et demi, parce qu'on part en hiver de France. Après, c'est le printemps quand on est du côté des Canaries, Madère, été côté équateur, automne milieu Atlantique Sud, un mois d'hiver dans les mers du Sud. Puis après, on refait le passage inverse jusqu'à revenir dans l'hiver en France. Et voilà, tous ces petits marqueurs du voyage, tu les ressens. Après, un ciel d'Alizé, c'est pas les mêmes qu'un ciel d'océan Indien. Voilà, l'océan Indien, c'est une mer aussi qui est très différente, avec une mer assez courte, très croisée. Voilà, c'est très actif là-bas, il y a plein de dépressions dans tous les sens. Des fois, c'est des vieux cyclones, des fois, c'est des dépressions jeunes qui naissent côte est africaine. Des fois, c'est des vieilles dépressions qui tournent autour de la planète depuis un moment, autour de l'Antarctique. Enfin, voilà, c'est toujours un petit peu différent. Voilà, forcément, il y a plus de mer dans le sud. Le paroxysme, c'est quand on approche du Cap Horn. La dernière fois, j'avais entre 7 et 8 mètres de mer, donc voilà, ça commence à être sérieux. Et là, tu passes le Cap Horn, tu tournes à gauche. Moi, je suis passé entre l'île des États et Ushuaia. Et là, en quelques heures, tu passes de 7 à 8 mètres de mer à une mer plate. Et c'est vrai que ça fait assez bizarre de passer si vite de l'un à l'autre. Et il y a plein de petites nuances, quoi, du côté aussi les ciels de poteau noir. Donc là où les deux alisés de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud se rencontrent, c'est un ciel aussi un petit peu particulier. Donc au large du Brésil, c'est ça ? Ouais, un petit peu au nord du Brésil. Là, c'est une zone où il y a des orages énormes. Voilà, des énormes grains ultra violents, des zones de calme fortes. Là aussi, c'est une atmosphère, c'est une ambiance assez particulière. Ouais, t'arrives à... Il y a des gens, leur jeu, c'est on les drop sur Google Maps, sur la Terre, et ils arrivent à savoir où ils sont. J'ai failli te le faire. T'as de la chance, la télé du studio marche pas, mais c'était une idée que j'avais. Alors c'est quoi ? C'est où ? Je pense que j'aimerais bien jouer à ce jeu-là, parce que je pense que je serais pas trop mauvais. Ouais. Ah, exceptionnel. Et est-ce que tu veux bien peut-être me décrire une image d'un de ces 3 océans, d'un de ces moments, tu vois, qui t'ont particulièrement touché ? Si tu devais m'emmener avec toi, ou juste toi, qu'est-ce que tu gardes comme une image, vraiment une sensation en mer, un moment qui t'a particulièrement touché sur un de ces 3 océans ? Il y en a plein. Il y a un rayon vert au large du Brésil en remontant l'Atlantique. Il y a un moment assez sympa, donc je passe le Cap Horn, donc déjà je le passe de nuit, donc j'étais un peu deg, un peu dégoûté, parce que, en plus quand on passe là-bas c'est l'été austral, donc les nuits elles sont genre méga courtes, ça va faire 6 ou 8 heures de nuit à ce moment-là, et manque de bol, je passe au moment où il fait nuit.
Donc moi, je suis content d'y retourner. J'espère que je le verrai pour de vrai cette fois. Et donc je passe le Cap Horn. Donc comme je disais tout à l'heure, je passe de 7-8 mètres de mer à mer plate et moins de vent. Et là, on m'a toujours dit, ouais, quand tu sors des mers du Sud, des 40e, là, on change d'ambiance. Là, faut remettre de la toile direct, quoi. Donc, ok, bah, moi, j'applique bon élève, j'applique ce qu'on m'a appris en cours de météo. Et là, je remets toute la toile, presque la deuxième voile la plus grosse du bateau, toute la grand voile. Et là, en fait, je me tourne et là, il y a un Arcus qui m'arrive dessus. Donc, c'est les gros nuages d'orage qu'on croise là de plus en plus en été. Et là, je me prends 35 nœuds avec tout dessus et tout. Je suis à 2 doigts de... J'ai une manœuvre qu'il faut absolument que je réussisse, sinon je vais m'échouer sur l'île des États. Enfin, c'est que ça, je fais pas du tout. Et ouais, je m'attendais pas à ça. Je me suis fait un peu cueillir après le Cap Horn, alors que je me disais, oh, maintenant c'est bon, t'es à la maison, t'es dans l'Atlantique, t'es un océan que tu connais. Mais non, c'était pas fini. Ouais, c'est marrant parce que je te demande un moment de contemplation, d'harmonie et toi tu te sors le moment où tu te fais cartonner. Non mais c'est rigolo. Au final, spontanément, c'est un peu ça qui revient, quoi. C'est ces moments de tension extrême où tu as de l'adrénaline, j'imagine, que ce soit à 30 mètres au-dessus de ton mât quand tu dois réparer l'anémomètre ou quand tu te retrouves pleine voile avec 35 nœuds aux fesses et des récifs pas loin, quoi. C'est ça. Mais non, si, contemplation, s'il y a un moment qui était vraiment magique, c'était, je pense, je devais être au niveau de l'Argentine, en train de remonter l'Atlantique. Et en fait, j'étais en train d'avancer avec un nouveau vent. Quand je dis nouveau vent, c'est que, en fait, devant l'étrave, il n'y avait pas de vent. Et en fait, il y a du vent qui venait qui venait du sud. Et donc, en fait, ça vient un peu par bouffée, quoi. Donc la mer était totalement plate. Et pour le coup, il n'y avait vraiment pas de vagues à cet endroit-là. Et donc le vent arrivait. Et donc le bateau accélérait à 15-20 nœuds, mais sur un miroir, quoi. Comme si je naviguais au milieu d'un lac, je sais pas où, mais vraiment pas au milieu de l'océan. Et donc avec l'eau à peine un tout petit peu frisotté avec des mini vaguelettes. Et donc le bateau qui partait à fond là, quand je prenais une risée, puis après ça ralentissait de nouveau quand je ressortais de la zone de vent, puis il y avait une nouvelle bouffée de vent qui arrivait, je réaccélérais. Ah ouais, c'était un moment assez cool. C'est kiffant. Tu l'as évoqué, hein, moi ce que j'ai compris, tu disais ta première participation, il y a le mental. T'es passé, tu pensais que tu étais assez stable, en fait tu es passé par des hauts, par des bas. J'imagine que du coup pour ta deuxième participation, j'imagine que tu as travaillé là-dessus. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai un préparateur mental, donc ce qui est bien, c'est que je sais, je suis au courant de ces choses-là. Je me ferai pas avoir cette fois. Donc voilà, on travaille ce genre de choses, comment réagir en cas de problème technique, en cas d'erreur stratégique. Voilà, la course, elle dure 81 jours. Enfin, la dernière fois, elle a duré 80 jours. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de mi-temps, il n'y a pas de pause, de jour comme de nuit. Le bateau, il continue à avancer, même quand on dort. Quand il y a des moments un peu plus calmes, on en profite pour réparer les choses. En fait, tu passes ton temps, tu fais 36 métiers différents dans la journée. Tu es météorologue une bonne partie de la journée. Entre 5 et 7 heures par jour, tu es devant l'ordi à travailler la trajectoire. Si tu as un problème de carbone, bah, tu sors ta casquette de strateuse. Si tu as un problème d'hydraulique, tu sors ta casquette d'hydraulicien. Si tu as un problème d'électricité, tu sors ta casquette d'électricien. D'alpiniste quand tu montes en tête de map. Plongeur s'il faut aller intervenir sous l'eau. Et bah forcément, il y a des choix où tu te trompes un peu, tu fais des erreurs. Et c'est impossible de tout bien faire du début à la fin, de faire les bons choix de voile. Tout le temps les bons choix de trajectoire. Il y a forcément des moments où si tu vas dire putain, je me suis trompé, je me suis fait rattraper. Et donc voilà, ce qu'il faut réussir, c'est se remettre en état de marche tout seul. On n'a pas le droit d'appeler le préparateur mental en course. Donc voilà, il faut être autonome à ce niveau-là et voilà, savoir Alors, bien réagir, quoi. Un petit outil que tu vas prendre avec toi et que tu pourrais nous partager ? J'ai des petites phrases qui sont affichées juste au-dessus de ma bannette. Donc voilà, quand je suis allongé, je peux les lire. Alors, j'ai 2 feuilles A4 avec des petites phrases pour justement me recentrer mentalement, pour retrouver de l'énergie. Tu peux nous en partager une pour qu'on imagine ? Je les connais pas par cœur. Mais c'est du style t'es le plus beau, t'es le plus fort. Non, c'est qu'est-ce que j'ai comme phrase ? Ah là là, qu'est-ce que j'ai comme phrase ?
Bon, c'est une petite phrase et qui te permet des petites phrases, de te recentrer sur une préparation que tu as eue sur cette petite phrase. C'est ça, l'objectif c'est d'avoir une petite boîte à outils mentale pour pouvoir intervenir en fonction de telle ou telle situation, quoi. Excellent. Et ça, c'est un outil classique ou c'est plutôt un truc qui, avec ton préparateur c'est vraiment mental, sur vous mesure, dit, c'est ça qui va marcher pour moi. Ouais, complètement. Regarde cette phrase et ça va tout de suite repositionner des choses en termes de sensations. C'est en fonction un peu de mon caractère. Moi, je suis quelqu'un qui je pense souvent beaucoup au futur. Voilà, dans mon comportement, je me projette beaucoup et souvent c'est bien quand même. Ça peut être un peu néfaste et c'est bien de se recentrer. Repenser à l'instant présent, au moment, à ce qu'il y a à gérer à l'instant T. Et voilà, chaque personne est différente, chacun va réagir différemment. Et voilà, un préparateur mental peut très bien aller à quelqu'un et pas du tout à la personne d'à côté. Donc voilà, faut adapter un peu en fonction du profil. C'est marrant ça, parce on parle régulièrement de préparation mentale ou de visualisation sur Mordu. En fait, pratiquement tous les athlètes de haut niveau en font. Chacun à leur façon. Et la première fois qu'on avait parlé, c'était Kevin Roland, skieur freestyle, qui me disait qu'il faisait de la visualisation, mais il faisait aussi via l'apnée. Il avait commencé à faire de l'apnée. Ça l'aidait à se mettre dans le flow, à se mettre dans l'instant présent. Et donc, il m'avait présenté quelqu'un qui était vice-champion du monde d'apnée, Stéphane Toureau, qui revenait justement sur ce côté instant présent dans l'apnée. Et comme quoi, en fait, l'anxiété, le stress, on connaît surtout la peur de la mort. La mort, on la connaîtra une fois et point barre. Et il disait, en fait, si tu vis dans l'instant présent, notamment en apnée, ça te permet vraiment de te relâcher et de ne pas porter tout le poids de je vais me noyer, j'ai froid, voilà, enfin, être dans le moment. Enfin, je ne sais pas si c'est un peu ça que... Mais c'est vrai que l'apnée, c'est un peu lié aussi à la respiration, enfin non-respiration pour le coup, mais c'est vrai qu'il y a souvent, j'ai pas mal d'exercices de respiration, d'inspiration pour se remobiliser, expiration pour un peu se redétendre. Voilà, des fois, j'ai un petit truc où, par exemple, pour la mise en confiance, où en fait, je vais lister par exemple les points forts de mon bateau, mes points forts par rapport à la concurrence, et à chaque point fort, là, je dois serrer mon point pour essayer de se mettre un peu. Tous les sportifs, tu as déjà dû entendre parler de l'état de flow. Bah ouais, c'est le Graal de tous les sportifs, c'est ce qu'on a tous envie d'avoir au moment de la compète. Moi, ça m'arrive surtout à l'entraînement. Là, j'étais bien. Et sur le Vendée, j'espère que j'en aurai un max de phase d'état de flow, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas tout le temps, donc c'est bien d'essayer de la retrouver. Comment tu le décris, cet état de flow ? L'état de flow, c'est vraiment quand tu es en symbiose avec le bateau, avec les conditions météo. Tu te dis, par exemple, je vais avoir ça, il va se passer telle chose dans le nuage et c'est ça qui se passe. Tu vires de bord à tel moment, tu lances ta manœuvre, tac, tu sors de la manœuvre, il y a la bascule devant pile au bon moment. C'est ce genre de truc, quoi, avec cette espèce en fait, t'as l'impression d'avoir comme un sixième sens, quoi. C'est une harmonie pleine entre finalement les conditions, le contexte et ce que tu sais faire, et tu arrives tout à mettre en place de manière parfaite. Je pense qu'il y a un côté lié un peu à l'instinct, quoi, où en fait t'as presque l'impression que ton cerveau il voit des choses que toi tu vois pas, mais tu les vois pas, mais ton cerveau les voit, mais par contre tu les ressens. Et tu dis que c'est à ce moment-là qu'il faut déclencher la manœuvre, où le vent va faire ci, va faire ça. Si je me place là par rapport à l'autre, ça va bien se passer. Et c'est ce qui se passe. Et c'est un moment assez... Quand il est là, c'est vraiment magique. Alors, le Vendée Globe, tu vas le courir sur un IMOCA. Toi, tu viens de la Solitaire Figaro. Je crois que tu en as fait beaucoup. Tu as un beau palmarès, d'ailleurs, sur ce type de bateau. Tu peux nous décrire un peu ces deux bateaux et leurs différences pour ceux qui connaissent moins bien le monde de la voile ? Alors j'ai fait 7 solitaires en l'espace de 8 ans. Donc ça, c'est assez différent du Vendée Globe. La solitaire du Figaro, donc c'est un circuit, il y a plein de courses, mais l'épreuve reine, c'est la solitaire qui se court généralement en été. C'est généralement 3 ou 4 étapes de 3-4 nuits en mer. Et c'est sur des bateaux qui sont tous les mêmes. C'est des bateaux monotypes, on appelle ça. Donc l'objectif, c'est vraiment mettre en valeur les compétences du marin, et qu'il n'y ait pas qu'on se repose pas sur la technologie, donc on puisse pas non plus acheter entre guillemets de la performance en
en faisant la course avec un bateau plus récent, mieux designé que le voisin. Donc on peut se reposer que sur soi-même et voilà, sa capacité à bien régler les voiles et à bien tactiquer, à avoir une bonne stratégie. L'IMOCA, c'est un petit peu différent. Pour moi, c'est l'étape d'après. Alors, quand on a fait ses preuves en Figaro, on peut passer sur du haut niveau en IMOCA. Là, pour le coup, l'IMOCA, c'est plus des bateaux prototypes. En tout cas, c'est des bateaux prototypes qui sont souvent sur mesure. C'est mon deuxième IMOCA massif. Avant, j'avais Apivia, et donc c'est des bateaux en recherche technique de formation. J'ai participé à la conception. C'est des moments passionnants parce que tu parles avec l'architecte, avec ton équipe, il faut prendre toutes les décisions de forme de coque, de forme de pont, d'aménagement, de forme de foil, d'espace, où est-ce que tu mets tes cloisons structurelles, combien de plis de carbone tu mets, quel type de carbone. Enfin, tu passes tes journées à prendre des décisions et c'est passionnant. Et pour le coup, c'est des bateaux vraiment à la pointe de la performance, donc équipés de foil. Par contre, c'est pas des foils de wing foil, c'est des foils, c'est 300 kg pièce. C'est des foils qui sont capables de soulever les 8 tonnes du bateau hors de l'eau sans problème. Les bateaux, ils sont presque entièrement en fibre de carbone. Quand c'est du métal, c'est souvent du titane, sinon c'est de l'inox. On arrive à aller pratiquement toujours plus vite que la vitesse du vent. On arrive à atteindre des vitesses de dingue maintenant. Des fois, on va 2 fois plus vite que la vitesse du vent. Et c'est des bateaux par contre qui sont assez inconfortables. Ouais. Parce que le carbone c'est raide, comme je pense que vous êtes nombreux à le savoir, et du coup quand le bateau tape sur une vague, on sent bien la vibration. Donc là, par rapport à mon premier bateau, on a essayé de beaucoup bosser la partie ergonomie pour que la vitesse soit le plus vivable possible et que j'arrive le moins fatigué sur une d'arrivée. Ah ouais, ça a été un de tes axes de travail, c'est performance, mais pas aux dépens de ta santé, quoi. Bah ouais, donc effectivement, tu parles de santé, forcément avec la vitesse, il y a des risques qui peuvent survenir, des chutes, ou alors si tu t'arrêtes dans une vague ou t'as un gros arrêt buffet, tu peux être projeté en avant. J'en ai fait les frais l'année dernière sur une course, j'étais en équipage heureusement. J'ai fait une course entre Newport aux États-Unis et le Danemark, et dans un choc, en fait, je me suis fait projeter en avant et je me suis fait une commotion cérébrale. Je me rappelle même pas de l'événement. En fait, je m'étais projeté contre une cloison. On a fait une décélération on est passé de 30 nœuds à 2 nœuds. Donc, vous avez tapé un truc flottant, on a tapé un cétacé, malheureusement. Et en fait, moi, c'était compliqué. J'ai eu 12 heures où j'ai eu un peu peur de commencer à avoir des nausées, des vomissements, parce que ça aurait voulu dire hémorragie cérébrale. Et là, au milieu de l'Atlantique, j'étais pas bien. Donc il y a eu un petit moment de suspens là où je me suis dit, j'espère que ça va aller. Heureusement, il n'y a pas eu de symptômes supplémentaires et j'ai pu réintégrer l'équipage. Mais ouais, petite frayeur malgré tout. Et donc moi je navigue très souvent casqué. J'ai une ceinture de sécurité sur mon siège de table à cartes. J'ai même une ceinture de sécurité sur la houche d'or là, sur ma bannette. On essaye de faire attention à tout ça, parce que pour essayer de garder une intégrité, une bonne intégrité physique malgré les chocs possibles. Tu disais que là, tu avais pris pleine part à la conception du bateau, mais j'imagine qu'on te pose plein de questions auxquelles tu n'as pas forcément de réponse. Tu fais comment ? Tu bookines tout et tu essaies d'apporter des réponses, ou tu es plutôt du style, moi je pourrais faire un peu ça, fais comme pour toi. Comment tu as géré ça ? La partie conception, pour le deuxième. Ouais, ou même pour le premier, surtout pour le premier, j'ai envie de te dire. On te pose une question sur la forme des coques, j'imagine il y a des questions on te pose, tu sais pas tout, quoi. Si, non, je sais pas tout. Effectivement, alors, surtout qu'il y avait une grosse... à l'époque du premier bateau, c'était la première génération d'IMOCA à grand foil. Il y avait déjà eu un Vendée Globe avec des foils, mais c'était en 2016 et c'était des foils un petit peu plus petits. Et donc là, on savait qu'on allait décupler les performances du bateau, mais on savait pas exactement comment ça allait se comporter. Donc il y avait un petit peu
un petit peu d'inconnu justement, quelle vitesse on allait atteindre, où est-ce qu'il fallait placer ses foils, le fait qu'ils étaient plus gros, est-ce qu'il fallait les avancer dans le bateau ou plutôt les reculer. Donc moi j'ai embêté l'équipe vraiment jusqu'au dernier moment parce que je les ai fait déplacer les foils vraiment au dernier moment alors qu'ils allaient coller le puits de foil dans le bateau. Est-ce que c'est un peu... On va parler de wingfoil tout à l'heure, mais en fonction de l'endroit où tu les positionnes, tu as plus ou moins de contrôle si tu les mets à l'arrière, et plus ou moins de vitesse, plus ou moins à l'avant. Et... C'est ça. C'était ça l'enjeu, ouais. Ouais, tu peux... Ouais, puis on avait un peu une inconnue sur l'équilibre global du bateau. Parce que voilà, c'était... En fait, c'est pas comme un mât de wing. Voilà, t'as pas quatre vis à déviser et tu bouges avant-arrière. Non, si tu veux déplacer ton puits de foil sur un IMOCA, t'en prends pour 3 mois de chantier et 400 000 euros. Donc, ah ouais. Ouais, donc tu peux pas te rater, ouais. Non, donc là, le débat, il était sur ordinateur Ouais, simulateur. Donc on a des simulateurs pour naviguer donc, sur l'ordi, voir comment sont un peu les équilibres. Les grands aussi sur les VPP des ordinateurs qui ils peuvent proposer des solutions. Après, bien sûr, tu fais un état des lieux de toutes les positions des puits de foil de tous les bateaux qui existent. Mais là, on n'avait pas beaucoup de matière parce que c'était la première génération avec des foils aussi grands. Donc voilà, c'était une belle prise de tête. Je pense que c'était un truc sur lequel je me suis le plus pris la tête sur les deux conceptions d'ailleurs. Parce que sur le deuxième bateau, pareil, au dernier moment, j'ai rebougé la position des puits. En fait, ce qu'on fait, c'est que voilà, on sait que ça peut bouger un peu. Donc en fait, dans la construction, on prévoit des plis supplémentaires à la zone du puits sur un petit peu plus grand pour se laisser quelques dizaines de centimètres de latitude jusqu'au dernier moment. Mais après, ça c'est un des plus prises de tête. Après, il y a des moments, il y a des trucs aussi super intéressants. C'est quand tu décides de l'ergonomie. Donc, sur les deux bateaux, on a fait des maquettes à l'échelle 1 en bois, du cockpit et de la zone de vie. On a particulièrement travaillé sur la maquette du deuxième de Massif. On a un cockpit un peu assez différent avec la zone de manœuvre en avant et la zone de vie en arrière. Donc, on a fait plein d'essais aussi de positionnement des winches. À chaque fois, je faisais toutes les manœuvres du catalogue possible pour s'assurer que le positionnement des winches fonctionnait. Donc, virement de bord, empannage, réduction de voile, changement de voile. Tu fais tout le catalogue dans ta maquette, là, dans le chantier, et tu vois si ça fonctionne, s'il y a un point bloquant. Même c'est bête, hein, mais j'ai 2 marches pour sortir du cockpit pour aller sur le pont. J'ai fait des dizaines et des dizaines de montées, descentes dans le cockpit avec différentes hauteurs de marche, différentes formes de marche, pour voir quelle était celle qui était la plus efficace. À la montée comme à la descente, c'est plein d'essais comme ça. En fait, il y a rien qui est laissé au hasard. Rien qui est laissé au hasard. Souvent, ce que je dis quand je fais visiter le bateau à des gens, c'est poser les yeux sur quelque chose, sur un détail, vous pouvez vous dire qu'on y a pensé, quoi. Il y a rien qui est, il y a une poignée pour se tenir. Si elle est là et pas à un autre endroit, c'est parce qu'on y a réfléchi. Enfin, tout est calculé. Je reviens sur les foils. Alors, avant de faire la transition vers le wing, mais peut-être sur le bateau, toi, tu prends plaisir à être en navigation sur des foils, ou tu préfères la navigation à plat, ou je sais pas comment tu dis sans foil. L'archimédien. La navigation archimédienne ou sur foil. Voilà, archimédienne, elle est pas mal, j'aime bien cette expression. Je sais pas si c'est la vraie expression. Vous dites ça? On dit ça, ouais. Ok. On parle de mode archimédien. Très bien, parfait. Mode archimédien et mode volant. Ouais. Ok. Non, le mode foil, il est quand même top, là. Ouais. Franchement, les sensations, elles sont dingues. Quand t'as le bateau qui est un peu au-dessus de l'eau, là. Quand j'ai fait une course j'ai fait un aller-retour en course cet été, là, en printemps, entre la France et New York. Et donc la course retour qui était entre New York et les Sables d'Olonne, j'étais en tête, j'avais une bonne avance. Et je suis le dernier jour de mer. Il y a pas mal de mer, mais je suis vent de travers, je suis travers à la houle, aux vagues. Et là, j'allais super vite, j'étais un petit peu plus serré que le vent de travers. J'étais à 80 degrés du vent, je faisais des pointes à 30 nœuds et le bateau était vraiment haut sur les vagues. T'es en surf, quoi. J'ai l'impression d'être sur un tapis volant. Ouais. Le bateau, il allait super vite, il était pas du tout, il y avait pas de choc, quoi. C'était vraiment tapis volant, quoi. J'avais l'impression d'être sur mon tapis volant en carbone de 18 mètres, là.
C'était juste dingue avec le soleil, avec le coucher de soleil et tout. Non, c'est. Puis, moi, je m'y fais pas, hein, franchement. Là, j'étais en course la semaine dernière. Et tu regardes la vitesse du vent, tu regardes l'angle, tu regardes la vitesse du bateau, tu fais mais comment on fait quoi, c'est pas possible d'aller si vite quoi. Moi je suis toujours pas, je m'y suis habitué, je suis toujours autant émerveillé quand le bateau sur le Vendée accélère, Globe, tu vas passer combien de temps sur en vol versus Ça dépend vraiment des conditions météo qu'on rencontre. C'est quoi ton scénario médian sur le prochain? Je sais pas si vous faites des scénarios de ce type-là. Ouais, si, on fait des calculs sur des. En fait, on prend les archives météo sur 20 ans. Quand on dessine un nouveau bateau, on prend 20 ans d'archives météo et en fait, on va confronter les performances qu'on pense qu'on va obtenir du bateau sur cette météo et ça nous donne des statistiques et des routes probables. Donc ça nous donne plein d'infos comme les forces de vent les plus courantes, les temps de course aussi, ce genre de choses. Et donc on s'en sert pour faire des choix justement, notamment pour la position des foils, pour les formes de coque. Est-ce que tu vas plutôt faire une coque qui est faite pour le vent arrière ou le vent de travers, ou etc. Combien de temps dans ton scénario médian tu t'es dit que tu vas passer de temps en vol versus c'est les 3/4 du temps, je pense. 3/4 du temps, ouais. Après, en IMOCA, on peut pas voler entièrement parce que la règle l'interdit quelque part. En fait, on n'a pas de plan porteur sur les safrans. Donc en fait, voilà, on peut pas. En fait, on est souvent un peu ce qu'on appelle en mode skimming. Donc il y a le foil qui est dans l'eau à l'avant et on a un peu l'arrière de la coque qui touche. De temps en temps, on arrive à se mettre complètement en équilibre sur le foil, mais c'est assez précaire. Voilà, pour voler complètement, il faudrait mettre des élévateurs sur les safrans, donc des petits foils sur les safrans à l'arrière, comme un avion qui a sa gouverne. Je crois que comment ça s'appelle, sa gouverne de profondeur. Je crois que c'est ça. Je dis pas une bêtise. À l'arrière. Et donc voilà, nous, on sait que la techno existe, mais voilà, en IMOCA, c'est pas encore autorisé. Mais voilà, on est quand même il y a presque plus de coques sur l'eau malgré tout, et ouais, ça fait des moments de vol assez magiques, mais aussi assez mouvementés parce que quand t'es à 3 mètres de mer et que tu vas quand même à 50 km/h, bah, autant dire que ça tape fort. Donc tu vois, j'ai des suspensions, j'ai une suspension sur mon siège de table à cartes pour amortir les chocs. Je travaille avec Bultex sur le matelas. On en est à la 3e version du matelas pour que ce soit un matelas qui absorbe aussi les chocs au maximum. Enfin voilà, c'est pas toujours smooth le vol en IMOCA. Alors comment t'es arrivé? On disait que t'es un pratiquant amateur de wingfoil. Comment t'es arrivé Enfin, tu fais du wing, tu fais du kite, tu faisais un peu de tout. Comment t'es arrivé au wingfoil? Non, je suis pas très. J'ai pas fait. Si, je fais vachement de skate roller quand j'étais petit. Ah bah, parce que t'es originaire du Havre, c'est ça? Donc, dans les rues du Havre. Et t'as grandi au Havre? Ouais. Ah, c'est un haut lieu. C'est un haut lieu du skate. Sport urbain. Je crois qu'il y a un super skatepark. Il y a un super bol à la plage. À la plage, qui est vraiment top. Donc j'ai sillonné les rues de la ville quand j'étais petit sur mon skate et roller. J'ai eu 2 périodes. Et donc ce côté glisse à la base, c'était plus ça, parce que moi je viens d'une famille de terriens. Et les sports nautiques de glisse, au final, je les ai découverts assez tard. J'ai commencé par le bateau et c'est venu assez tard. Moi, le kite, je sais pas, je suis pas vraiment bon en planche. Kite, j'ai fait une fois une semaine à Essaouira au Maroc, mais c'est les sports de glisse vraiment au sens propre du terme, c'est vraiment par la wing que j'ai commencé. J'ai acheté du matos en rentrant du Vendée Globe justement, et j'ai eu un petit moment quand même d'humilité totale quand j'ai commencé. Parce que on est tous, certains, ça a été très court comme période, mais moi je suis passé par la période où tu vas quand c'est side. Et puis, en fait, tu n'arrives pas à revenir à ton point de départ et tu remontes à la plage avec les mamies qui font du longe-côte. Et tu vois, quand tu rentres du Vendée Globe, c'est bon, ça. t'es Cap Ornier, t'as fait le tour du monde, machin, et quand tu remontes la plage en traînant ton matos avec de l'eau aux genoux et que tu dis bonjour aux mamies qui font leur session de longe-côte, là, tu fais... Alors, on remonte pas au vent. ça te remet un peu les pieds sur terre, tu vois.
tu vois, ça force un peu l'humilité. Mais bon, je suis passé à maintenant ça va mieux. Voilà, j'en ai fait, je fais pas mal de trips wing dès qu'on est en vacances. Moi, j'ai du mal à rester à la plage sur une serviette, c'est pas trop mon truc. Et donc voilà, cet été, j'ai fait Grèce. J'ai passé 18 jours en Grèce, j'ai réussi à faire presque 300 km de wing. Voilà, Ah, c'est ça que j'ai vu cet Ouais, été, c'est là, ça. où t'avais beaucoup ridé. Donc ouais, ça c'était assez cool. Et ouais, c'est un sport qui est assez cool. Par contre, voilà, le matériel coûte un petit peu de sous. Et T'as quoi comme matos? j'ai une planche Armstrong, Ouais. j'ai des foils F1, j'ai des ailes Ozone et Armstrong. Et voilà, là je vais avoir un petit peu de matos North D'accord. qui arrive là. Bah, du coup, j'allais te dire, est-ce que t'es du genre à un peu geeker le matos, à chercher les bons trucs? Si, bien sûr. J'imagine que oui, là, du coup, Et quand j'entends. puis voilà, moi, les foils, voilà, je connais un petit peu parce qu'on on en fait des gros sur le. Aussi dans la conception, je participe à la conception des foils, donc on passe beaucoup de temps à regarder les sections, les distributions de pression, ces trucs-là, l'histoire de ventilation. Donc voilà, je m'y connais un petit peu malgré tout sur ces trucs-là, et donc je suis sensible aux histoires d'allongement, aux histoires de cambrure. C'est assez intéressant d'avoir un œil un petit peu avisé sur ça quand tu choisis ton matos, quoi. Et du coup, t'as des sensations similaires entre le wing et le bateau Ouais, si, tu peux retrouver un petit peu des sensations pareilles quand tu fais une sortie, qu'il n'y a pas beaucoup de vent avec une grosse voile. Moi, j'ai une aile à caisson Ozone là, de 7 mètres carrés. Et là, du coup, je peux la sortir quand il n'y a pas beaucoup de vent, mais elle est quand même ultra efficace en aéro. Donc, tu arrives à aller quand même bien vite et remonter au près assez fort. Et voilà, là, le côté vol vraiment sur mer plate, là, tu peux retrouver un petit peu des similitudes avec la wing, puis ce côté un peu liberté. Et là, quand tu progresses un peu et que tu commences à aller vite, moi, je suis pas du style à faire des bords de travers le long de la plage. C'est pas trop mon style. Et ouais, j'aime bien aller assez loin. J'aime bien, voilà, je navigue beaucoup dans la baie de Concarneau. J'aime bien, voilà, la traverser, aller à droite, à gauche. Bon, maintenant que j'ai des planches qui coulent, voilà, faut faire attention. Donc des quand planches même, qui coulent, hein, c'est des planches, des petites planches Ouais. avec peu de litrage, hein, C'est ça. comme la planche à voile à l'époque. Ouais, exactement. Donc, faut quand même être un peu prudent à la prévie météo, parce que voilà, c'est moins drôle quand tu dois rentrer à la nage. Mais voilà, j'aime bien aller loin, quoi. J'aime bien aller loin et pas rester devant la plage. De nouveau le large. Je voulais revenir un peu sur toi et ton moteur peut-être, tu vois. Est-ce que tu sais au final ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu es devenu ce skipper au large? Enfin, c'est des choix de vie particuliers. Là, le Vendée Globe, je pense que c'est exceptionnel, mais tu vas te faire mal aussi, quoi. Qu'est-ce qui t'anime? Tu sais quoi ton moteur? En fait, j'ai commencé le bateau un peu par hasard. J'étais en vacances en Bretagne un été, et ma mère m'inscrit à un stage d'optimiste parce que j'imagine on est en Bretagne et qu'il y a des stages, il y a plein de stages possibles. Et donc je fais de l'opti, je dois avoir 6-7 ans, j'adore. Quand je rentre au Havre, après je m'inscris au club, et au début c'est une petit passe-temps de petits garçons, sans plus ni plus ni moins. Et en fait, je deviens de plus en plus accro au truc, voilà, mordu, mordu à la discipline. Voilà, j'en fais de plus en plus. Après, je dessine des bateaux, je suis inscrit. Enfin, on m'offre des abonnements au magazine de voile, je les dévore en long et en large et en travers. Voilà, et en fait, je bascule, je pense, vers 10-14 ans du passe-temps du week-end, enfin du sport, de la discipline sportive de la semaine, à une vraie passion, quoi, une vraie passion à au vrai sens du terme, en pensant qu'à ça, en me disant que j'avais envie de faire ça. Mais moi, je connaissais personne dans le milieu, j'avais aucun réseau, aucun contact, et donc je me suis dit à un moment que c'était la bonne chose à faire, c'était peut-être de faire de l'architecture navale, parce qu'au moins comme ça, si j'arrivais pas à être navigateur, et ben j'allais quand même pouvoir bosser dans le milieu, potentiellement, même si ça c'était pas forcément gagné quand tu connais personne. Et donc je dis bah voilà, au pire je ferai pas de bateau, mais je serai architecte naval, et ce sera déjà super bien. Donc je suis allé voir Marc Lombard à La Rochelle, et donc il m'a donné les contacts de l'université de Southampton.
Je me suis renseigné et donc voilà, dès la seconde, je savais que j'avais envie d'aller faire mes études en Angleterre. Et donc c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai travaillé pas mal à l'étranger. Je suis parti en Australie pas longtemps après être diplômé. Là-bas, j'ai trouvé du travail en Thaïlande. Donc, je suis parti d'Australie en Thaïlande pour travailler dans un chantier qui construisait des bateaux de course. Quand j'étais en Thaïlande, on m'a proposé un autre job en Suède pour la construction de 2 voiliers pour la course autour du monde en équipage, c'était un 2 voiliers fabriqué par Ericsson. Donc, je suis passé de la Thaïlande à la Suède j'ai passé 1 an à Stockholm. Après, je suis retourné 6 mois en Australie, pareil, pour construire des bateaux. Et en fait, l'argent que je gagnais sur ces petits projets, en fait, ça m'a permis d'acheter mon premier Mini, donc un petit bateau de course de 6,50 m, qui m'a permis de faire la Mini Transat. Et en fait, cette Mini Transat, je l'ai faite parce que j'ai l'impression que c'est ça que je voulais faire. Mais tant qu'on ne s'est pas retrouvé tout seul au large sur un bateau, on ne sait pas vraiment si on est fait pour ça. Et en fait, j'ai adoré, quoi. Quand j'étais au large, à l'époque, le trajet, c'était La Rochelle, Madère, Salvador de Bahia au Brésil. Et moi, quand je suis en approche du Brésil, ça fait déjà une quinzaine de jours que je suis en mer, un petit peu plus. Et là, je pensais déjà à me dire, mais quelle course je vais faire l'année prochaine. Donc, la réponse à ce moment-là, je l'ai eue, en fait, de savoir que c'est ça que j'avais envie de faire, quoi. Et du coup, c'est le plaisir, le fait de vivre ta passion. Je pense que c'est une notion, c'est le côté liberté. Je pense que c'est le côté liberté, d'être sur l'eau, de te déplacer où tu veux. T'es pas sur un circuit, t'es pas dans une piscine, tu vois. T'es en outdoor, t'es à l'extérieur, tu vis avec les éléments, tu joues avec les éléments. Et voilà, même déjà sur mon petit le côté un peu voyage, traverser la baie. Quand tu traverses la baie et que t'es petit, t'as déjà l'impression d'avoir fait une énorme traversée. Et ouais, je pense que c'est ce côté-là. Et je pense qu'avant même de commencer le bateau, moi, en grandissant au Havre, j'étais souvent à la plage. Et t'es fasciné par la mer. Voilà, t'as toujours envie de savoir un peu ce qu'il y a derrière l'horizon. Donc voilà, je pense qu'une passion, c'est pas forcément rationnel. Et donc voilà, la raison psychologique exacte de pourquoi je suis tombé amoureux de la mer et de la voile, je la connais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a clairement défini toute ma trajectoire de vie jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et là, quand aujourd'hui, tu te poses, tu te regardes et tu es dans un moment plutôt up et tu te dis bien joué mon gars. Bah carrément, ouais. Et puis pourquoi tu te dis ça? Pourquoi c'est quoi où tu te dis t'en tires une satisfaction de ce parcours à date? Moi, quand j'ai commencé à suivre le Vendée Globe, mais j'osais même pas me projeter, quoi. Dans moi, le faire, quoi. Ça me paraissait tellement hors norme, tellement incroyable. À l'époque, je faisais du 401, c'est des bateaux par définition qui font 4,20 m de long. Les IMOCA, les bateaux du Vendée Globe, ça fait 18 mètres. C'est quand même carrément beaucoup plus gros qu'un 420. Enfin, pour moi, c'est des espèces de fous aventuriers avec un niveau de voile de dingue. Et je me disais, mais tu vois. Du coup, ça te fait encore kiffer là quand tu regardes le site web Vendée Globe et que tu vois ta tronche au milieu de tous les navigateurs, t'es en mode c'est cool ou... Si, non, je suis toujours. T'es encore là-dedans, je suis toujours passionné, je suis toujours à fond. J'ai toujours la banane quand je navigue. Je réalise un rêve d'enfant. Depuis quelques années maintenant, depuis que je suis pro quelque part. Et voilà, c'est quand il y avait au Havre, il y a une course qui s'appelle la Transat Jacques Vabre qui a lieu tous les 2 ans. Et après mon collège, j'étais juste à côté des bassins. Et donc souvent après les cours, quand les années de Jacques Vabre, j'allais voir sur les pontons, admirer les bateaux de course, des bateaux qu'on voit pas dans tous les ports, quoi. Et ouais, je pense que ça a contribué à cette passion. Et là, Jacques Vabre, je l'ai gagné quelques années plus tard. Et même à cette époque-là, j'osais même pas. Je me disais, ouais, ce serait bien de la faire un jour, mais je me projetais même pas dans une victoire, quoi. Et c'est sûr qu'en fait, j'ai dépassé presque mes rêves les plus fous de petit garçon de l'époque. Alors, la question que j'avais aussi pour toi, c'est que t'es plus un petit garçon. Non. Je crois que t'as eu 40 ans. J'ai maintenant un petit garçon. Et t'as un petit garçon. Ça change quoi d'avoir 40 piges quand on fait, c'était cette année, ouais. Ça change quoi? Pas grand-chose au final. Je suis toujours passionné. J'ai fêté mes 40 ans à New York, c'était assez cool. C'était le 10 mai dernier. Je venais de terminer la Transat Lorient-New York, la Transat The Transat. J'allais repartir pas longtemps après dans l'autre sens en solitaire pareil.
Donc ouais, d'avoir passé ce cap à New York en plein dans mon job entre deux courses en solitaire entre la France et New York, je pense que ça a aidé à faire passer le cap. Ce qui est cool, c'est que toutes les courses que j'ai faites depuis que j'ai 40 ans, je les ai gagnées. Donc j'ai gagné la New York Les Sables et là j'ai gagné la semaine dernière le défi Azimut. Donc voilà, a priori ça, j'ai encore même passé 40 ans, j'arrive encore à gagner, donc c'est cool quoi. Alors moi j'ai un tout petit peu d'avance sur toi. Il y a un gros truc qui change passé 40 ans, c'est le sommeil. Moi tous mes potes c'est pareil, on comprend pas. Si on dort pas 8 heures, c'est comme si on avait fait nuit blanche. Comment toi on a parlé de préparation mentale, évidemment. Le sujet du sommeil, c'est un sujet qui revient super souvent, mais je trouve que c'est quand même super intéressant quand on voit des navigateurs comme toi. C'est quoi un peu les tips? Est-ce que tu as des choses que tu retiens? Voilà, le grand large, c'est exceptionnel, mais est-ce qu'il y a des choses que tu t'appliques, des choses que tu as découvertes sur le sommeil que tu aimerais partager avec nous? Ouais, plein de trucs. En fait, je travaille avec le Centre européen du sommeil à Paris, docteur Duforez. On a fait plusieurs somnographies. J'en ai fait une avant le Vendée Globe 2020 et là j'en ai refait une l'année dernière. On travaille en étroite collaboration. Je travaille en collaboration avec lui pour améliorer ma qualité de sommeil. En fait, c'est quand tu es au large, donc ça, je t'ai déjà dit, t'es fatigué, donc ça, ok, il y a pas, donc qui dit être fatigué dit que tu vas réussir à dormir, mais donc ça, s'endormir, c'est facile, entre guillemets. Ce qui est difficile, c'est d'avoir un sommeil de qualité, quoi, un sommeil réparateur, pour plusieurs raisons. On parlait des chocs tout à l'heure, mais il y a aussi des écarts de température. Voilà, quand il peut faire de 5 à 40 degrés dans le bateau, donc voilà, c'est pas forcément facile de dormir dans ces conditions. Il y a du bruit, il y a rapidement plus de 80 décibels dans le bateau. Des fois c'est un peu anxiogène aussi quand le bateau va méga vite et dans la nuit noire et qu'il faut quand même se reposer, c'est pas toujours facile de trouver le sommeil. Et en tout cas de pas se réveiller le temps de ta sieste. 80 décibels, juste pour se rendre compte, je crois que dans des lieux de concert, je crois que c'est 100 décibels la limite, ouais, la limite. Un truc comme ça. Ouais, donc ça fait, en fait, le carbone, ça transmet vachement le bruit. Les vibrations, le bruit, ça transmet énorme. Donc voilà, en discutant avec lui, en lui faisant des retours on a fait des enregistrements de sommeil, on a fait plein de tests. Il y a des trucs intéressants. Par exemple, on peut pas faire de sommeil lent profond quand on est assis. Là, c'est un truc que j'ai appris avec eux. Donc moi, sur mon premier Vendée, j'avais prévu de dormir en position semi-assise, semi-allongée, mais il m'a dit attention. Là, tu vas pas faire de sommeil lent profond. Tu peux faire que du sommeil paradoxal si tu dors assis. Donc voilà, c'est bien le sommeil paradoxal, mais il faut aussi du lent profond. Il m'a dit c'est bien aussi de réussir à rentrer des cycles complets de temps en temps, des cycles de sommeil complets pour avoir pas. En fait, les périodes de sommeil courtes, c'est bien pour réparer le cerveau, enfin pour reposer le cerveau, mais pour réparer les muscles et tout, là, il faut du lent profond. Il y a un truc super intéressant qui m'a dit un jour, on est beaucoup à avoir des casques à réduction de bruit active sur les bateaux, et en fait il m'a dit en fait que par exemple que en fait c'est pas reposant au final. En fait il y a quand même le cerveau, il est quand même sollicité même si on n'entend rien, parce que il y a ce contre-son qui est envoyé dans l'oreille, et en fait c'est pas comme si on était dans le silence, quoi. Donc c'est un petit peu plus agréable, mais c'est pas forcément plus reposant, les casques à réduction de bruit actifs, quoi. Donc voilà, vaut mieux des bull cases à l'ancienne. Ouais, faut mieux des bull cases à l'ancienne. Donc c'est ce que j'utilise. J'ai acheté plein de modèles différents que j'emmenais à chaque fois en course pour voir lesquels étaient plus adaptés. Donc j'ai fini par trouver un modèle qui est parfaitement adapté au bateau. Moi, les conseils sommeil, moi j'utilise un peu de sophro. Technique un peu sophro de relaxation, où là tu parcours ton corps pour détendre. Tu commences par tes mains ou tes pieds, puis tu remontes, tu finis par ta mâchoire, ton torse, pour essayer de vraiment te détendre et trouver l'endormissement le plus vite possible. Ça c'est des techniques que j'utilise assez souvent. J'ai un nouveau système aussi de lumière, de LED sur différents spectres lumineux dans le bateau. Donc par exemple, pour me coucher, pour m'endormir, en fait, je vais mettre une lumière assez chaude, type aube crépuscule, pour me préparer un peu au sommeil.
Et à l'inverse, en fait, je peux mettre des LED avec d'une lumière très froide, un peu bleutée là. Voilà, on en parle souvent dans ce qui nous empêche de dormir sur les écrans des téléphones. Et donc nous on a mis ça en version plus dans le bateau, et en fait les études montrent que en fait tu as les mêmes effets qu'un café sans les effets secondaires avec avec l'activation que ça crée au niveau du cerveau d'avoir ces lumières très froides. Donc j'ai aussi ça dans le bateau qu'on a raccroché à mon réveil. Donc voilà, quand mon réveil sonne, j'ai cette lumière blanche, enfin cette lumière très froide qui s'allume aussi. Et enfin voilà, c'est un domaine assez vaste et intéressant. Tu disais que tu avais heurté un cétacé il y a une petite année. Un des gros dangers de la course sur un Vendée, c'est la casse matos ou les objets flottants, entre guillemets. T'es superstitieux, je me demandais. T'as des manies pour conjurer le sort Ouais, j'ai un peu de superstition, mais il y a aussi de la technologie qu'on utilise pour éviter ce genre de choses. Moi, sur mes 2 bateaux, sur le bateau avec lequel j'ai fait mon premier Vendée et celui que j'ai actuellement, on a des pingers. Voilà, le bateau sur lequel on a tapé, c'était pas le mien, donc ces systèmes étaient un peu différents. Peut-être un peu moins performant. Et donc moi, sur les miens, on a vraiment sous l'eau, profond sous l'eau, on a un système de pinger qui envoie des sons sur différentes fréquences pour essayer de prévenir les cétacés. Voilà, c'est vraiment pas mon kiff de taper des mammifères. Donc toutes les technologies qui existent, on les met en place. Cette année sur le Vendée, il y a une nouveauté, c'est les zones de protection des cétacés. Donc il y a des zones supplémentaires qui vont être interdites à la navigation pour essayer d'éviter de passer dans les zones de forte concentration. Donc on fait attention à ce genre de choses. Ouais, donc t'as pas vraiment de gris-gris, plutôt de la technologie. Ouais, plutôt de la technologie. Après voilà, il faut de la réussite. Si en termes de gris-gris, j'ai ma petite poule. J'ai ma femme qui m'a offert une poule en laine. D'ailleurs, c'est drôle parce que elle me l'a offert il y a 10 ans. Elle m'a offert en 2014. Et donc elle est à chaque fois que je fais une course, elle est avec moi, cette petite poule. Donc elle est installée là au-dessus de ma table à cartes sur le bateau. Elle a un paquet de milles. Celle-là, elle a vu le Cap Horn, elle a vu le Brésil. Elle a plus navigué que la poule de Guirec Soudé. Et ouais, c'est ma petite poule. Elle fait 27 grammes parce que c'est important que le bateau soit pas alourdi. Et ouais, elle m'accompagne tout le temps. Là. Oui. Bon, on arrive à la fin de l'épisode. J'ai 2 dernières questions pour toi. Est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as jamais essayé et qui te feraient kiffer ? Ouais, je pense que il faudrait un peu de temps pour m'y mettre, mais il y a 2 choses que j'aimerais bien être capable de faire. Un, c'est le kite foil, avec les grosses ailes à caisson énormes. Enfin, quand tu croises, on en croise de temps en temps quand on n'est pas loin de la côte là, ou quand je fais de la wing. Ça a l'air quand même assez dingue les vitesses à laquelle ils vont, et voilà dans peu de vent et les virements de bord, voilà, où on a l'impression qu'ils sont à moitié en lévitation au-dessus de leur planche. Et tout. Ouais, un peu danseur, c'est assez fou. Et aussi ce qui me fait assez rêver là, c'est quand je vois des vidéos sur YouTube des mecs qui font des downwind avec des planches de surf au large là, qui arrivent même des fois après être retombé, à ramer, à remonter sur la planche, sur des petites planches là, c'est assez magique. Un des prédécesseurs, puisqu'on a enregistré ici au studio, c'était Erwan Geoffroy, que tu connais peut-être, qui a traversé le continent Corse en downwind, donc juste porté par la force de la houle et du vent, mais sous le vent, sans voile, juste à la rame. Ouais, ça c'est un peu la pratique qui monte fort là. J'en fais pas encore trop, j'aimerais bien aussi taquiner ça a l'air très sympa. On est dans le paroxysme de la pureté de l'évolution dans les éléments, je pense, là, d'avoir juste une planche avec un foil dessous, ça a l'air assez magique. Assez cool. Bon, écoute, c'était très cool. Merci Charlie d'être venu nous voir. Moi, pour terminer Mordu, j'aime bien demander à mes invités qui ils aimeraient écouter lors d'un prochain épisode ici. Quelqu'un qui connaisse et qui voudrait me recommander, ou quelqu'un qui ne connaisse pas, et en disant ça c'est peut-être quelqu'un qui m'inspire dans cet univers-là et que j'aimerais bien écouter. Si, carrément. Il y a une athlète olympique qui s'appelle Charline Picon, qui a d'ailleurs eu une médaille de bronze en 49er FX cette année, mais qui a déjà eu 2 médailles, je crois, argent et or en planche.
Et ouais, moi j'aimerais bien l'entendre parce que elle est passée justement d'un sport de glisse à plus un bateau classique. Moi, je me rappelle de ses débuts en 49er où elle disait que c'est la première fois qu'elle naviguait avec un bateau, avec un Alba, un Cunningham, enfin des trucs qu'on retrouve sur tous les bateaux, mais qu'elle n'a jamais eu à utiliser. Et visiblement, elle a quand même bien réussi sa transition. C'est beau, ouais. Et voilà, le côté, passer de la glisse, de la planche à un bateau plus conventionnel, même si c'est un bateau quand même de glisse, hein, le 49er, mais ouais, je serais curieux de voir Mais en comment plus, elle a vécu c'est sympa. En plus, on l'avait pas préparé à cette question ensemble, mais là, c'est sympa parce que du coup, elle a fait un peu le trajet inverse, quoi. Enfin, Ouais, exactement. voilà, c'est assez ça. cool. Je contacterai Charline de ta part pour la faire venir. Charlie, un grand merci. Avec plaisir. Et puis, bonne chance pour le Vendée Globe. Hein. Merci beaucoup. Salut, ciao. Salut. Si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est probablement que vous avez autant kiffé que moi cet échange avec Charlie. On lui souhaite tout le meilleur pour le Vendée Globe édition 2024. Pour la suite, vous connaissez le refrain, parlez de Mordu autour de vous, partagez cet épisode et lâchez une petite note et un commentaire sur votre app d'écoute, ça nous aide énormément. Je vous dis à très vite en espérant que la prochaine session est pour très bientôt. Au revoir les mordus.